Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco. Presse Éco, c'est votre émission hebdomadaire qui vous permet donc de suivre les analyses, les commentaires et les débats sur les faits qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine. Comme d'habitude, nous allons débattre autour des sujets au plan national et international. Pour le plan national, ce sera d'abord l'hommage du MPP à Salifou Diallo, décédé il y a de cela une année, jour pour jour. Nous sommes le 19 août. Cela fait une année exactement que Salifou Diallo a disparu. Le MPP prépare donc un hommage à Salifou Diallo. Nous allons donc en parler. Et puis également des implications politiques après Salifou Diallo. Et puis nous parlerons en second lieu du programme de retrait des enfants de la rue, appelé programme Marshall. Nous allons débattre de ce programme-là avec les débats tout autour. Et puis ce sera en question de sécurité à l'Est avec les attaques terroristes, mais aussi avec l'usage des mines désormais. Et puis au plan international, c'est le Mali, comme vous pouvez l'imaginer, le Mali où nous avons deux candidats au deuxième tour qui sont tous vainqueurs, c'est Soumaïla Cissé et Ibeka, se contestent les victoires. Nous allons donc échanger autour de ce sujet-là avec mes chroniqueurs qui sont autour de ce plateau. Déjà à ma droite, il y a Évariste Konsebo. Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, directeur de publication du Cercle d'éveil, un journal spécialisé. Il est également président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Et enfin, porte-parole du Forum alternatif des citoyens, FORAC. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis Issaka Lengani. Issaka Lengani est journaliste, directeur de publication de l'Opinion, un journal paraissant en ligne. Et puis nous rejoint aujourd'hui encore sur cette table Nama Bitou Germain. Il est journaliste, directeur de publication de l'événement, un bimensuel d'analyse et d'investigation. Merci Nama d'être sur ce plateau. Et puis enfin Bintou Diallo. Bintou Diallo est consultante associée à Tal Media, qui est une structure d'experts conseils. C'est cela. Merci Bintou d'être sur ce plateau. Ensemble, nous allons donc passer en revue ces différents sujets au plan national et international. Je précise que cette émission est interactive, donc bientôt, d'ici là, dans la deuxième phase, on va recueillir donc les interventions des uns et des autres, mais vous pouvez déjà appeler pour vous faire enregistrer et puis on va vous rappeler pour prendre vos interventions. Alors, premier sujet, donc, c'est la commémoration de l'an 1. Donc du décès de Salifou Diallo. Salifou Diallo, c'est pas n'importe qui, c'était le président donc du MPP, mais c'est aussi, on va dire, un homme orchestre pour le parti au pouvoir. Salifou Diallo donc est décédé le 19 août 2017 à Paris. Le MPP, qui est son parti, prévoit donc des commémorations, des activités. Il y a beaucoup d'hommages qui lui sont faits, notamment on va citer un hommage du député Maxime Koné, par exemple, qui est député à l'Assemblée, qui a fait un hommage qu'on peut reprendre. Et puis, alors, on se pose beaucoup de questions déjà. Moi, je vais vous poser aussi cette question. Quelle appréciation vous faites de la commémoration grandeur nature à l'occasion d'un an de disparition de Salifou Diallo? Est-ce que c'est une obligation de mémoire ou un fonds de commerce politique pour le MPP? Nama. Excusez-moi, je ne peux pas sonder les intentions des gens. Je considère qu'ils ont perdu un camarade qui était très important pour le parti, mais également aussi pour la politique nationale. Il était, je trouve, tout à fait normal qu'il lui rende un hommage. Je crois que le plus grand hommage a été déjà rendu à l'occasion, le 19 août 2017. Je crois que c'est le premier anniversaire aujourd'hui. Les activités commémoratives ont démarré depuis quelques jours. Je pense que c'est tout à fait à l'honneur de l'homme en raison effectivement de la dimension politique, de sa stature politique dans le pays. Lengani? Je voudrais d'abord, devoir de mémoire? Oui, devoir de mémoire tout à fait naturel et même indispensable, compte tenu de la stature de l'homme, comme l'a dit Germain Nama. Je dirais que je reste un peu sur ma faim, parce que plus qu'une commémoration, moi j'aurais voulu une sorte de poursuite de l'action politique de l'homme, parce que c'est un homme très actif. Et quand je regarde un peu ce qui se passe dans son fief naturel, je me dis que on va vérifier la dimension politique. On va aller, ce sera pas ici, on ne fera pas forcément un hommage. On va discuter politique sur tout ça. Un an après la disparition de Salif Diallo, quel est l'état des lieux, justement? Moi, l'état des lieux dans ta lancée. Ouais, l'état des lieux, c'est que je ne dirais pas que c'est le vide absolu, mais à l'Assemblée, son remplaçant a tenté d'occuper la place qu'il a laissée, une très grande place, et il a innové lui aussi dans sa manière de gérer le perchoir. Je pense que
le contexte étant très difficile, il est un peu compliqué de voir déjà les fruits de cette action. Au niveau du parti, effectivement, au pied levé, le second a pris la barque en main. C'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de craquements qu'on entend. On entend beaucoup de craquements, même plus que ça même. Apparemment, ça ne va pas, ça coince quelque part sur sa personnalité et sur certaines régions où les questions ne sont pas réglées de manière tout à fait diplomatique, ou en tout cas ne permettent pas aux militants, à l'ensemble des militants de se retrouver dans les choix qui sont faits pour les directions. Et au niveau de l'État, la conduite de l'État, il est évident qu'enfin on peut dire tout ce qu'on mettait sur le dos du pauvre André Salif Diallo en termes de tout ce qui est méchant, tout ce qui est vexatoire, tout ce qui est un peu plus ou moins difficilement acceptable sur le plan de la morale, qui a entaché le régime, on mettait tout sur la tête de M. Salif Diallo, qui avait effectivement un dos large, en tout cas long, suffisamment long pour le supporter. Bon. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas là. Ça laisse voir les vrais visages des uns et des autres. C'est à ce niveau que moi, personnellement, je trouve une certaine satisfaction. S'il faut se réjouir de quelque chose après la décès d'une personne. Parce que bon, c'est trop facile d'accuser, mais aujourd'hui, les faits sont là et prouvent que beaucoup de choses ont été dites sur ce monsieur-là qui, peut-être qu'il faut regarder ailleurs. Oui, d'abord, je reviens à toi. Est-ce que Salif Diallo était présenté comme le seigneur du pouvoir MPP? Alors aujourd'hui, il n'est pas là. Est-ce que c'est vrai que du point de vue efficacité, dynamisme du pouvoir, il y a vraiment... Est-ce que la gestion aujourd'hui, la capacité à animer le pouvoir est réelle après Salif Diallo? Je crois que Salif devrait être apprécié par rapport à sa compétence territoriale. C'était le président de l'Assemblée nationale. C'est vrai que dans la gestion du parti également aussi, on peut l'apprécier. En ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire la gestion de l'Assemblée nationale, évidemment, il a manqué. On a senti l'absence de Salif Diallo parce qu'il avait une tonalité, une agressivité et parfois par rapport aux dossiers du gouvernement lorsqu'ils sont mal préparés et ou alors lorsque vraiment ça ne répondait pas en tout cas à sa vision des choses, il n'hésitait pas, bien que ce soit ses camarades, à les charger et à les menacer même de rejoindre l'opposition s'ils persistaient dans cette voie. En tant que mouche du coche, ça va manquer effectivement, ou ça manque en tout cas aujourd'hui dans le cercle politique. Je pense que c'est un élément qu'il faut retenir. En ce qui concerne également aussi la sphère de l'exécutif, c'est vrai que il a été mentionné que c'était aussi quelqu'un à qui on imputait beaucoup de choses. Disons qu'il était perçu également aussi comme un empêcheur de tourner en rond. Ce qui est certain, c'est que bien que président de l'Assemblée nationale, il faisait de l'exécutif. Dans une de nos discussions, moi je lui ai reproché, il dit écoutez, moi je suis obligé de faire de l'exécutif, vu la manière dont les choses sont conduites, je suis obligé d'intervenir parfois pour dire ce que je pense à mes camarades pour que le pouvoir ne nous échappe pas. Donc sur cette dimension-là, il y a quelque chose qui va manquer, mais d'autres diront que c'est un ouf de soulagement parce qu'il pesait tout de même quand même sur certaines têtes. Donc voilà un peu le bilan, j'allais dire, que je peux faire de ce que Salif a véritablement représenté, n'est-ce pas, pour la politique nationale. Pour le reste, je suis d'avis avec mon collègue Lengani, qui a dit que le relais a été pris par quelqu'un d'autre qui effectivement ne s'avise pas de faire comme Salif, qui trace son propre sillon et qui, à mon avis, ne réussit pas mal parce que lui aussi, il a bien campé en tout cas sa voix et il ne veut pas faire comme Salif. Donc je constate que le témoin a été transmis sans accroc. Mais est-ce que justement ça marche? Est-ce que justement ça marche à l'Assemblée? Le management de l'Assemblée, est-ce que vraiment ça marche? Parce qu'on entend aussi des grincements dedans.
les nombreuses absences, même les du temps de Salif, traînent. si c'est ça, du temps de Salif aussi, il y avait des grincements dedans. Ça ne peut pas manquer. Quand il y a une majorité et une opposition, forcément, il y a toujours des oppositions et c'est tout à fait normal. Salif gérait ça avec son feeling. Lui aussi, il gère ça à sa manière. Il appartient au Burkinabé d'apprécier. Moi, j'estime que ce que je peux constater, c'est que il n'y a pas, j'allais dire, une rupture. En quelque sorte, les choses continuent. Les choses continuent. Le Parlement continue de fonctionner. C'est ce que je constate. On peut regretter qu'il n'y ait pas, ce n'est pas aussi croustillant qu'avant. Mais bon, écoute, les choses continuent. D'accord. Alors, Évariste Concebo, voilà, hommage à Salifou Diallo, mais hommage aussi sous fond quand même d'autres types d'analyses, notamment l'efficacité du pouvoir. Est-ce que réellement la barque est bien menée? Le président, lors de son entrevue avec les journalistes, a dit qu'il y a un capitaine dans le bateau, mais ce n'est pas ce que tout le monde pense. Est-ce que effectivement l'absence de Salif ne joue pas sur la capacité à gérer le pouvoir? D'abord, il faut dire que c'est vrai que je suis un peu... Moi, j'appartiens à une catégorie de Burkinabés pour qui juger ou regarder un peu l'action de ces acteurs-là. Parce que c'est vrai que si vous me dites de regarder un peu la personnalité, pour moi, je ne me limite pas au MPP parce que c'est un acteur qui était là depuis le CNR jusqu'au MPP. Il a quand même évolué, il a cheminé. C'est-à-dire que c'est un acteur majeur de la vie politique de notre pays, et avec les actifs et les passifs qu'on peut connaître. Maintenant, que les gens de son clan lui rendent hommage, je trouve que c'est bien. Moi, la fidélité, c'est une valeur que moi-même je respecte. Maintenant, là, dans le management, le style, bon, comme je l'ai dit ici, c'est vrai qu'il y a eu une évolution du style de gouvernance, mais c'est vrai que formellement, c'est quelqu'un qui mettait parfois des points où, du moins, faisait beaucoup, mettait la forme dans certaines démarches, mais est-ce que ça, dans le fond, ça changeait quelque chose? Parce que c'est le même aussi, on a vu, qui a réveillé beaucoup de commissions, d'enquêtes parlementaires, qui a lancé beaucoup de chantiers, beaucoup de dossiers, mais au finish, je ne sais pas si c'est cette forme-là que les gens louent, apprécient, comme on n'est pas encore dans le registre du bilan. Mais pour moi, en fait, la gouvernance est toujours la même. Bon, c'est vrai que M. Comporé, qui a pris la relève, est toujours intérimaire, ce qui prouve qu'il y a quand même des difficultés pour qu'il il titularise, en fait, il devienne le titulaire au niveau du parti. Mais du point de vue, je dis bien, la gouvernance, pour moi, c'est toujours... Mais est-ce qu'au niveau du parti du MPP aujourd'hui, est-ce que le MPP vit comme Salif, quand Salif vivait lui-même? Parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de bisbilles au nord, à l'ouest, il y a beaucoup, vraiment, ça tangue beaucoup. Est-ce que c'est l'absence de Salif? Parce que, oui, Salif, on entend même des cas dit, oui, avec Salif, les promesses de nomination, il mettait la main à la poche pour donner des ressources au parti, tout ça. C'est un homme de terrain et qui avait les moyens de ses actions. Parce que quand vous entendez même des témoignages, beaucoup de gens évoquent des faits, parce qu'il y a quand même quelque chose. Donc, c'est un homme de terrain qui avait les moyens de ses actions. De ce point de vue, quand même, c'est un homme qui s'est construit dans la durée, plus de 30 ans ou 20. Donc, c'est vrai que la disparition d'un tel personnage, forcément, ça doit se ressentir dans des zones, ça c'est clair. D'accord. Ça c'est normal. Bintou, quelle analyse de tout ce qui est dit? Un hommage grandeur nature, on critique aussi certaines actions après Salifou Diallo qui pourraient être son absence, qui provoque ça, l'efficacité du pouvoir, la gestion du pouvoir. Si Salif était là, ça n'aurait pas été ainsi. C'est ce qu'on entend dire. L'homme, qu'on l'aime ou pas, a joué un rôle important dans la politique de notre pays. C'est ce que moi je retiens. Mais cette nostalgie du défunt, pour moi, c'est regrettable. Et quand on est leader, pour moi, le vrai leadership, c'est que ton passé te porte. Et que c'est pour moi l'occasion pour tous les Burkinabés et pour notre système politique, pour ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, qu'il est temps de se départir des cultes de la personne. Et que quand on a un pouvoir quelque part, c'est les systèmes qu'on doit consolider pour que ces systèmes nous fassent justice
à notre absence. Et donc, pour moi, c'est l'occasion, avec le départ de Salif, que nul n'est éternel, nul ne peut changer à lui seul les systèmes et les choses, et que c'est à chacun, dans son rôle de leader, de créer la suite par ce que nous laissons, par les gens que nous formons, par la philosophie que nous laissons, par la culture de l'excellence si je comprends bien, que nous mettons. Si je comprends donc, pour bien, moi, ça veut dire que ce n'est pas forcément le devoir des mémoires, mais c'est un peu aussi une instrumentalisation. Chacun l'interprète comme il veut. Je ne veux pas faire comme M. Nama l'a dit, de procès d'intention. Je ne fais jamais de procès d'intention. Quand je n'ai pas de fait contre toi et que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas dire oui, tu as fait ça donc parce que c'est ça que tu veux. Non, c'est quelqu'un qui a occupé une place particulière dans l'histoire de notre pays, comme je l'ai dit. Veut pas, il a marqué son temps, en bien ou en mal, selon qui interprète sur quoi. Donc, il mérite amplement l'hommage qui lui est rendu, qu'on le veuille ou pas. Il a joué son rôle, il a joué sa partition. Pour moi, c'est quelle leçon il nous laisse. Qu'est-ce qu'on apprend de sa vie? Qu'est-ce qu'on prend de bien? Qu'est-ce qu'on évite comme erreur que peut-être qu'il a commis? Nul n'est parfait. D'accord. Alors, il y a un aspect aussi qui était très important du vivant de Salif, d'animation politique. C'était que au niveau du pouvoir, on avait ces deux clivages-là, ou trois clivages, même les pro-Salif, les pro-Roch, les pro-Simoa, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe encore des pro-Salif? Nama, est-ce qu'il existe encore des pro? Ou alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? S'il n'existe pas, ça veut dire qu'il ne représentait pas un courant. Alors que je pense qu'il avait sa vision, sa propre vision des affaires, de la conduite des affaires du pays, qui n'est pas forcément la même. Évidemment, il y a un minimum commun, mais sa vision n'est pas forcément la même que celle des autres, et que, autour de sa vision, je pense que sans doute un certain nombre de camarades avaient été regroupés autour de lui. Aujourd'hui, il n'est pas là. Moi, la question principale que je pose et dont je n'ai pas la réponse parce que je ne suis ni du MPP ni du cercle du pouvoir, c'est de comment est-ce qu'on arrive à absorber aujourd'hui le courant qui était représenté par Salif. Comment est-ce que c'est absorbé? D'accord, on va répondre à la question. Peut-être l'Engagné une réponse à cette question. Oui, justement, le courant Salif Diallo, parce qu'on entend aussi des gorges chaudes, on entend des grincements des dents, on n'absorbe pas bien, on ne positionne pas, voilà. Est-ce qu'il y a un problème concernant le courant Salif? Je crois qu'il y a un véritable courant. Et pour embrayer sur le ton que ma voisine a donné, à savoir qu'est-ce qu'on retient de l'homme, etc. Bon, je pense qu'effectivement, ce travail-là n'est pas suffisamment fait, pour ne pas dire qu'il n'a pas été fait au niveau du MPP. Pourquoi? Il m'étonne qu'après un an, on n'ait pas vu, par exemple, un bouquin écrit sur Salif Diallo. Moi, je trouve que c'est quand même pas, je ne dirais pas honnête, mais c'est pas normal. Parce que comme les uns et les autres l'ont dit, Salif, c'est quand même 30 ans d'un sillage dans ce pays-là. Mais est-ce que c'est forcément le MPP? Est-ce que c'est forcément le MPP qui devait écrire ou les gens du MPP? Puisque les autres ne le font pas. Tout le monde peut écrire. Est très bien placé pour le faire parce que vous avez compagnonné ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Okay. Salif fut un grand ami. Ça, je suis tout à fait d'accord que j'aurais pu écrire. Bon, mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Et parce que moi, je ne l'ai pas fait, les gens comme moi ne l'ont pas fait, au niveau des MPP, on aurait dû songer à le faire. Mais déjà, le MPP a pensé à planter des arbres. Oui, il y a une plantation d'arbres par les femmes du parti. Il y a une conférence publique donc, sur la vie de Salif Diallo par Domba Marc, Jean Palme et Basile Guissou. Et il y a des témoignages aussi des femmes du Yatenga. Tout ça aussi, c'est des actions qui fixent la mémoire, n'est-ce pas? Oui, dont personne ne va parler dans 2 jours. D'accord. Alors on continue sur les questions de clivage et de pro. Bon, sinon, effectivement, il y a des salifistes, ça c'est évident. Et il faut voir que le MPP a été construit sur le modèle d'un tricycle. 3 roues, effectivement, et la roue principale, qu'on le veuille ou non, c'était Salif Diallo, qui entraînait tout le monde, tout le reste. Ça c'est évident. Et même d'aucuns disaient que le MPP c'était son parti. Maintenant que cette roue n'est pas là, comment on fait des éléments que ce monsieur utilisait pour faire avancer les choses, en fait, en réalité. Et c'est là où on voit que la marque de Salif, ce n'était pas un travail de groupe,
un travail, je ne dirais pas de clan, mais Salif agissait par lui-même. C'est maintenant des gens qui s'agrippaient à lui pour quelque raison que ce soit. Bon, et ça fait qu'aujourd'hui, en dehors de ceux qui sont très proches de lui, qui ont été très très proches de lui, qui se sentent plus ou moins redevables de Salif, la plupart des autres se cherchent aujourd'hui où s'accrocher pour avoir les biens matériels et les honneurs qu'ils avaient du fait qu'ils s'étaient accrochés soit à un bout de boubou, soit à un bout de pantalon de Salif. En fait, c'est ça. Et le petit groupe de gens qu'il avait autour de lui, bon, effectivement, bon, on les voit, ils sont là, on ne les entend pas, on ne les voit pas, si ce n'est que dans leur bagarre au niveau de son fief naturel, c'est-à-dire le Yatenga, où on voit effectivement les uns et les autres chercher à se positionner pour remporter la timbale par rapport à ce fief. Alors, il y a par exemple un témoignage de Maxime Koné qui lui rend hommage. Il dit que Salif Diallo fut notre maître politique. Pendant plus de 17 ans, nous avons suivi et côtoyé l'homme. Il demeure une boussole pour notre combat politique de par son charisme et sa bonne expérience. Ça, c'est Maxime Koné qui est actuellement président de la KJDH à l'Assemblée qui le dit. Un fidèle des fidèles. Oui, mais c'est que, bon, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour perpétuer, effectivement, ces leçons qu'ils ont. Sinon, effectivement, bon, il faut dire que, quand je dis Salif, c'est 30 ans, parce que dès que Salif est pratiquement connu depuis l'université, hein, dans le mouvement étudiant, il a déjà montré qu'il était là-bas. C'est pas, je parle de 30 ans, de comme on me dit que bon, je suis en train d'exagérer, mais c'est ça. Mais si quelqu'un doit manquer aujourd'hui à Salif, c'est les historiens qui vont écrire les mémoires de Blaise Compaoré. D'accord. Alors, on va continuer. Bintou, la question n'a pas encore été répondue, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait, que sont devenus donc les fidèles de Salif, ceux du courant de Salif Diallo. Alors, je continue dans la question. Est-ce que le clivage s'est déplacé désormais de Salif Diallo vers Simon Compaoré pour qu'on ait aujourd'hui un clivage pro-Simon, pro-Roch? Moi, j'ai un grand problème j'ai un gros problème avec le culte de la personne. Ça veut dire quelque part que et le maître et les élèves ont manqué à leur mission. On dit que le maître doit dépasser, l'élève doit dépasser le maître. Ça, c'est la grandeur du maître. L'élève doit tuer le maître. Pas tuer. Dépasser le maître en connaissance et en perpétuant ses valeurs. C'est ça la grandeur d'un maître. Si le fait que le maître disparaisse et qu'il y a du mal à suivre, à reprendre ses pas, c'est que le coach a été manqué quelque part. Et pour moi, c'est ça qui doit nous servir de leçon ici. L'homme a fait son temps, il a fait ce qu'il devait faire, en bien comme en mal. Comment nous qui restons, tout un chacun, burkinabé, faisons différemment la politique pour que ce qu'il a fait de bien puisse servir et continuer à servir au pays, et là où il s'est trompé, que ça nous serve de leçon pour qu'on ne revienne plus jamais là-dedans. D'accord, ça c'est l'acquis de Salif, oui, l'utilisation de l'acquis. Mais ici la question, les clivages, Lengani l'a dit, oui. Il y avait un tricycle. Donc les trois jouent leur rôle aujourd'hui. Il y avait le courant, c'est tellement normal. Alors Salif Diallo n'étant pas là, il a laissé un courant. Oui. Il y a toujours un clivage qui va exister ou qui ne va pas du tout exister selon qu'on le pense. Alors est-ce que le clivage s'est déplacé désormais entre Simon Compaoré et Roch Marc Christian Kaboré? C'est cela la question. Ou il n'en existe pas du tout? Pour moi, les gens se cherchent là-dedans parce que les gens qui suivaient Salif, c'était pas forcément qu'ils étaient d'accord avec ses pensées et ils épousaient les mêmes valeurs. La plupart étaient avec lui pour le pouvoir qu'il avait de les positionner. Donc il faut il faut qu'on sorte de cette hypocrisie. D'accord. Donc merci. Oui. Alors, Évariste Konsebo, la même question. Est-ce que le clivage s'est déplacé? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ou alors le MPP c'est tout rond, il n'y a plus de clivage après Salif, ou il en existe toujours? Les pros Salif sont désormais ou chez Simon ou chez le président Kaboré? Ça c'est clair, la réponse est claire, parce qu'en fait, le disciple c'est quoi? Vous avez des courtisans qui essayent de nager dans le marécage en fait politique pour survivre. Et celui qui a le pouvoir actuellement, c'est qui? Donc forcément, logiquement, il est fort à parier que la cour de Salif, parce que moi j'appelle ça une cour, parce que
la cour de Salif, du feu Salif, a dû certainement aller faire allégeance à celui qui a le pouvoir pour pouvoir survivre. Nama, est-ce qu'il y a un clivage désormais entre le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui en dehors du fait d'être le président, mais il reste aussi un des 3 piliers du MPP et du pouvoir? Ne soyons pas négatifs en parlant en termes de clivage. Moi, je pense qu'on peut également aussi parler d'émulation. C'est des pôles, effectivement, qui représentent des façons de voir, des expériences différentes, des tempéraments différents également aussi en politique. Bon, est-ce que ça se transforme en clivage? Ça peut l'être, mais est-ce que ça devient une ligne de clivage permanente? Ça, je n'en suis pas très certain. Donc, par rapport à votre question, je dis tout simplement que ce qui est sûr, c'est que, évidemment, le groupe de Salif, sans doute, est quelque part, entre Simon et puis le président du Faso. Mais ça rumine aussi quand même. Hein? On entend souvent aussi des oui, murmures. Mais vous savez, ces choses-là ne sont pas bonnes à dire, belles à dire en quelque sorte. Parce que quand on rumine, là, c'est généralement parce qu'on a perdu une position. D'accord. On a perdu un privilège, etc. Donc ça, c'est pas intéressant, ça. Oui, Lengani, pour terminer. Je voudrais ajouter par rapport au personnage de Salif pour dire que quelqu'un qui avait le tempérament de Salif ne pouvait pas travailler avec Salif. C'est pas possible. C'est-à-dire, si tu es un homme de caractère, un homme véridique, un homme qui dit ce qu'il pense, qui fait ce qu'il dit, etc., tu ne peux pas travailler avec Salif. C'est pas possible. Et c'est là où je penche avec Évariste pour dire que c'est effectivement, et je l'avais dit dans ma première intervention, c'est une sorte de cours. C'est des gens qui sont en dehors de certains que je connais, qui sont avec lui parce qu'ils croient en l'homme, parce qu'ils croyaient en l'homme, ils étaient attachés aux valeurs de l'homme, etc. En dehors de certains, qui sont sur le bout d'une seule main d'ailleurs, le reste là, c'est des gens qui étaient là, qui nageaient effectivement, comme on l'a dit, pour chercher à se positionner, etc. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, bon, c'est diffus, en dehors du... Mais là où quand même, je crois que le parti devrait faire quelque chose de fort, c'est au niveau au moins de son fief. Il faut tranquilliser le Yatenga. Il y a beaucoup de bruit qui se font, etc. Et s'il doit y avoir une fracture au MPP, je crains que ça ne parte de là-bas. Et si ça part de là-bas, ça va être extrêmement préjudiciable pour le parti. Parce que, quoi qu'on dise, bon, il y a les facteurs ethnicistes qui jouent effectivement sur le fond politique national et ça peut donc porter un grand coup au MPP. Alors, dernière question, 30 secondes chacun. Est-ce qu'on peut dire que l'après Salif Diallo, oui, le pouvoir survit? Il est condamné. Il est absolument condamné à survivre. Pas de la même manière, mais il trouvera... Vous appelez ça de la résilience. C'est bien ça. Okay. Voilà. Évariste? Non, ils ont toujours le pouvoir. Hein, parce que c'est vrai, comme il a dit, c'est un pouvoir à 3. Il reste toujours 2 têtes. Et je pense que... Et ils sont issus du même moule, même méthode, même pratique. Donc, ils vont trouver les voies et moyens pour survivre. Alors, Bintou, nul n'est indispensable. C'était tout à l'heure ce que tu disais. Exactement. Le cimetière est plein de gens indispensables. Et comme M. Nama l'a dit, veut pas, il faut qu'il survive. Il faut qu'il trouve le moyen d'être résilient et peut-être d'écouter et d'apprendre de ce qui était bien et mauvais de l'homme qui est parti. Parce qu'il était à côté, ils ont vu ce qui lui est arrivé. Nul n'est indispensable. Voilà. Lengani? Moi, je dirais qu'il faut que le MPP... Les deux travaillent à oublier le syndrome des 3, comme on dit. C'est-à-dire, on est 3, il y a un qui est parti, il reste 2, il faut qu'un parte pour qu'il reste 1. Donc, il faut vraiment fortement travailler à faire taire ça. Et puis, la seule manière de faire taire ça, de mon point de vue, c'est effectivement de confirmer Simon à la tête du parti. Et un parti comme le MPP peut facilement organiser un congrès pour montrer la direction, dire voilà le nouveau patron du parti, après Salif, c'est celui-là, c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qui est chargé d'entraîner les troupes derrière le président Roch Marc Christian Kaboré pour faire aboutir le programme du parti. Si ça c'est pas fait, je pense que ça va continuer à bavarder à gauche à droite et puis c'est pas bon pour le parti. Merci Lengani, on a
terminé avec ce sujet lié à l'hommage de Salif Diallo. On va poursuivre avec le second sujet qui est un peu plus social. Il s'agit du programme de retrait des enfants et femmes vivant en situation de rue qui a été appelé plan Marshall du nom donc de la ministre de la promotion de la femme et de l'action sociale. Alors c'est une opération de ratissage donc on va dire d'enfants en situation de rue dont des talibés et le projet vise donc à les réintégrer donc ces personnes-là dans les familles. Et puis, bon, on va aussi dire qu'il y a eu un conflit qui a quand même opposé le syndicat des travailleurs et puis, pour ne pas dire madame le ministre dans la conduite du programme. On parle de 9000 enfants, dont 2000 filles qui sont concernées sur le territoire national par la situation de rue. Et puis, c'est un programme, on va dire, qui vise, entre autres, qui poursuit un objectif du programme présidentiel du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est de réduire de 50% l'effectif des enfants dans la rue à l'horizon de 2020. Alors, les questions qui se posent, moi je voudrais, parce qu'il y a des débats autour, je voudrais commencer par Bintou. Alors, quelle est l'analyse que, par exemple, tu fais sur le processus de retrait de ces enfants et des femmes en situation de rue? Je vais pas. Son opportunité surtout. Je ne vais pas jeter l'eau de bain avec le bébé. Je trouve que c'est une belle initiative. Mais pour moi, ça a été très mal planifié. Ça aurait pu être mieux planifié et surtout prendre en compte les acteurs qui sont sur le terrain, qui interviennent déjà dans ce domaine, avec les orphelinats, les travailleurs sociaux, bien planifier et impliquer tout le monde. Et voir, parce qu'il y a des gens, justement, comme Sandrine Nama, qui est dans ça depuis des années, qui est passionné de ça, qui connaît les enfants la connaissent. Et ce sont des cas comme ça qui existent, que je ne pense pas qu'elle a été impliquée. Et il y a beaucoup d'autres dans ce qui fait que, même si je ne doute pas de la bonne intention de la ministre, la situation peut être jugée comme un positionnement politique. Et c'est ça qui est dommage dans le processus. Pour moi, ce n'est peut-être pas trop tard. C'est de revenir sur les pas, appeler ces acteurs qui sont très expérimentés sur le terrain, les asseoir et puis dire voici la situation, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, les acteurs religieux là-dedans. Parce qu'il y a un aspect religieux là-dedans. Qu'on le veuille ou pas, qu'on doit prendre en compte. Oui, mais à ce niveau-là, il y a eu quand même des rencontres avec la fédération, avec les associations, je veux dire, islamiques. Les rencontres, c'est bien. Les rencontres, c'est bien. On prend les décisions. Après, qui est responsable de quoi? Qui suit quel processus? Qui est à quel bout du maillon? Qui a quelle ou quelle responsabilité pour s'assurer que les choses se passent bien? Même les parents qui envoient leurs enfants. Parce que si vous en sortez de la rue et que d'autres qui arrivent, autant continuer à verser de l'eau sur une calebasse renversée. Évariste? L'analyse qu'on fait, c'est vrai que c'est un programme qui concerne une situation aussi connue dans un pays pauvre comme le Burkina. Aussi vieille comme le monde. Oui. Donc non, en fait, c'est vrai que l'intention en tant que telle n'est pas mauvaise parce que si c'est une démarche qui peut permettre, parce qu'il y a des enfants aussi qui ne demandent qu'un cadre pour pouvoir s'en sortir dans les difficultés, si cette démarche peut permettre à quelques enfants ou à certains enfants de pouvoir s'en sortir, il faut le saluer. Mais maintenant, je pense que la façon dont ça a été présenté, c'est beaucoup plus politique. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on s'attaque aussi aux conséquences. Et c'est vrai que c'est un point du programme du président, mais c'est un point qui peut faire l'objet vraiment de beaucoup de discussions, de débats, parce qu'il y a quand même des causes qui créent tout ça. Maintenant, ce que je déplore, c'est que j'ai pas senti de la réflexion, de l'organisation derrière. C'est un peu ce qu'elle disait. Alors, ça va quand même quelque part déteindre un peu sur l'efficacité, parce que au finish, bon, et je crois que c'est pas un ratissage, hein, c'est volontaire. La démarche est volontaire, d'après ce que j'ai pu voir. Parce que c'est vrai que on essaie d'approcher les gens, je pense. Non, la démarche n'est pas volontaire. N'est pas volontaire puisque les équipes qui sont sur le terrain, ils embarquent les enfants qu'ils trouvent sur le terrain. Ouais, mais là, ça peut. Vous pouvez décider de ne pas les suivre. Non, on embarque les. Ça, c'est l'approche. En tout cas, je trouve que. Sur le terrain, ce qui se passe, c'est que les enfants qu'on trouve au point de feu, etc., qui sont des talibés et autres, on les embarque. Non, ils vont ressortir, ça c'est clair. On envoie maintenant dans le centre qui est situé à Somgandé. Et bon. C'est une mauvaise approche si c'est vraiment le cas, quoi.
Moi, j'ai peur des politiciens, surtout ces derniers temps. Parce que comme l'a dit Bintou, il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là, peut-être avant la naissance de certains, et qui ont une certaine expérience, qui ont un certain altruisme, qui ont mené beaucoup d'actions. Je pense que la moindre des choses, si on veut être honnête avec soi-même, si on veut se donner les moyens de réussir, c'est de causer avec ces personnes-là. Si vous venez vous trouver, vous faites telle chose, voici la situation qu'on m'a fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ou bien j'ai telle idée, voici mon idée, voilà là où je vais aller, comment on fait, vous qui êtes sur le terrain. Si on ne le fait pas, c'est quelque part, on ne peut pas le faire. Et si on ne peut pas le faire, on a ses raisons. Ça veut dire qu'on ne peut pas réussir. C'est la poudre aux yeux. Et dans un domaine comme celui des enfants, c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas normal. On ne peut pas, le gouvernement ne peut pas donner, parce que là, ce n'est pas la ministre qui est concernée, c'est l'ensemble du gouvernement. On ne peut pas donner quitus à une telle opération sans s'assurer qu'il y a un minimum qui est fait. Il s'agit d'enfants. Et il s'agit aussi, quelque part, de religion. Parce que moi, en tant que musulman, quand j'entends parler de talibé comme parc, je dis, écoutez, ça commence à en faire trop. Ça commence à en faire trop. Donc, c'est des questions sur lesquelles je pense qu'il faut être très prudent. Mais il y a eu des échanges avec les maîtres coraniques, les foyers coraniques, les responsables. Il y a eu des échanges, même si, peut-être qu'il n'y a pas eu totalement d'entente sur mais il y a eu les maîtres coraniques eux-mêmes, vous pensez que ce qu'ils font là, c'est la religion? La plupart d'entre eux, ce qu'ils font, mettre les enfants dans la rue, la manière dont ils mettent les enfants dans la rue, ce n'est pas la religion qui recommande ça. Pas du tout. Mais ça, c'est pourquoi il faut savoir à qui s'adresser aussi. Les maîtres coraniques sont là, mais il y a des associations qui fédèrent tous ces mouvements-là auxquels on pouvait s'adresser. Et même la manière dont on fait... Nous, je dis nous, sous la Révolution, on a tenté. Il y a eu des expériences qui ont été faites sous la Révolution. Ça, c'est un peu comme ça. On peut tirer leçon de ça. Il y a des gens, il y a des acteurs de ce moment-là qui sont toujours vivants, qui savent comment ça a été mené. Quels sont parce que ça a lamentablement échoué. Ça a échoué à ce moment, ce n'est pas maintenant que ça va réussir. Surtout qu'on ne met pas les moyens qu'on met là, c'est plutôt comme le dit Bintou, ça va faire comme une sorte d'appel d'air. Si vous sortez les enfants de la rue et puis vous les parquez quelque part, quelqu'un a parlé de fourrière humaine, ce qui est tout à fait une image réelle de mon point de vue. Quand vous faites ça, et puis vous occupez d'une certaine manière, et si les enfants ils retournent dans la rue, on les ramène encore, ils ont les mêmes avantages, etc. Mais ça va faire venir ceux-là qui avaient les enfants, qui avaient ces jeux, ils vont leur dire, allez dans la rue, vous aussi on va ramasser, voilà, un tel est parti, il a gagné tant de sacs de riz pour la famille, vous aussi allez, etc. Alors, Nama, est-ce que derrière l'intention, la bonne intention, est-ce qu'il y a un problème d'approche qui a été, qui est un peu sous-jacent à cette opération-là? Mais apparemment, il y a un problème d'approche puisque les gens du secteur même posent le problème. Les syndicats, la sortie des syndicats, c'était pour dénoncer justement l'approche, notamment le fait de ne les avoir pas associés. Est-ce que je ne connais pas bien le dossier? Est-ce que c'est entièrement vrai? Je n'en sais absolument rien. Certains aussi estiment que les syndicats font dans la surenchère. C'est possible. Parce que je pense que pour le projet, le ministère a dû faire recours à des volontaires, etc. pour supplier l'absence des... Ce n'est pas exclu. Cela dit, comme je dis, je ne connais pas bien le dossier, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une expérience là-dessus. La Révolution a créé les cours de solidarité. Il y a eu une expérience qui s'est menée avec Joséphine Ouédraogo en son temps. Ça a fait son chemin. Ils ont tiré sans doute des leçons. Comme il l'a dit, ça n'a pas été un succès. Je pense quand même que si vous devez rééditer ce type d'expérience-là, il faut puiser sur les expériences précédentes. J'ai lu, lorsque j'ai vu les thèmes que tu nous proposais, j'ai essayé de voir un peu la littérature là-dessus. J'ai constaté qu'ils sont parfaitement au courant ils connaissent bien la matière et les causes, n'est-ce pas, de ce phénomène d'enfants de la rue et tout ça. Je me dis que tout ça, ça peut aider effectivement à comprendre et à prendre de bonnes décisions. Et comme a dit madame, si ce n'est pas fait,
Si c'est les acteurs qui n'ont pas, les bons acteurs qui n'ont pas été conviés à la discussion et aux échanges pour mettre en place, n'est-ce pas, une formule qui puisse tenir, qui puisse une formule durable, il n'est pas encore tard de le faire. Donc, moi, je ne veux pas, comme il le dit aussi, jeter l'eau du bain avec le bébé, tout simplement parce qu'en cette période-là, si vous retirez un enfant de la rue avec les intempéries actuelles, même si c'est pour 72 heures, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et en cela, je ne peux pas dire que ce qui est en train d'être fait est mauvais. D'accord. Alors, Évariste, on a vu aussi que depuis que l'opération a commencé, on a vu apparaître aussi des badges aujourd'hui, on a vu des immatriculations des talibés. Au préalable, il y a eu des signatures de conventions entre le ministère et les foyers coraniques. Alors, est-ce que ce sont des stratégies, peut-être des stratégies de défiance ou de déviation du programme? Vous savez, le problème est très complexe parce que c'est vrai que j'ai aussi vu dans la presse qu'il y avait eu des accords de partenariat. Maintenant, je me suis posé des questions sur le fondement, les bases, parce que quand même, les enfants ont des droits, comme on le dit, hein, et envoyer des enfants dans la rue, ça pose quand même un problème avec la loi. Et qu'une institution arrive à... C'est vrai, je me suis demandé quelle est la base. Bon, c'est vrai qu'on a aussi vu sur les réseaux des talibés avec des badges. C'est quelque part, je ne sais pas si ça fait, c'est un des points peut-être des accords ou pas. Non, selon les informations qu'on a, la convention, c'est juste pour dire que le ministère immatricule donc les foyers, le ministère donne des vivres pour pouvoir maintenir donc les enfants. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une loi quand même dans notre pays. À ce que je sache, il y a même des conventions qui ont été ratifiées par le Burkina et tout. Donc, je ne sais pas, je me suis posé des questions. Comme je n'ai pas tous les éléments, c'est vrai que ça me laisse un peu perplexe. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au Burkina, quand on fait les choses, on a toujours l'impression que nous sommes les seuls à être dans cette situation et que nous avons une solution magique. Le Sénégal, qui est le pays le plus élevé en matière de talibé, a essayé pendant des années. Moi, j'étais à l'UNESCO, il y avait un programme pendant 16 ans au Sénégal qui n'a pas pu bouger. Ils ont tout fait, ils ont mis des milliards là-dedans. Mais maintenant, il y avait une dame avec des simples gestes de soutenir les daras, de les sensibiliser, avait diminué dans certains endroits. Pourquoi ne pas capitaliser? Le gouvernement a fait un voyage au Sénégal à un moment donné pour aller visiter je ne sais quoi. Les choses existent dans la sous-région. En Côte d'Ivoire également. Il y a eu en Côte d'Ivoire. Il faut que nous apprenions au Burkina à apprendre du passé et des succès et des échecs des autres. Les choses ne sont pas, c'est pas né ici. Et ça m'étonne, je ne sais pas, dans mes écoles, j'ai jamais vu de ce phénomène à la Mecque. Le phénomène des talibés? Oui, le phénomène des talibés à la Mecque. Ouais, mais je ne sais pas. Non, je pense qu'il n'y a pas ce pays au monde où il n'y a pas de mendiants. Ça n'existe pas. Et soit c'est des mendiants comme chez nous ici. Non, mais il n'est pas seulement, c'est pas arrêtez avec le ministère. Je pense que il y a deux aspects de la chose. Il y a deux aspects. Pour les talibés, c'est un peu plus officialisé par le ministère parce qu'il y a la convention où les maîtres coraniques s'engagent à ne pas envoyer les enfants, par exemple, mendier, et en retour, le gouvernement leur donne des vivres, etc. Ça, c'est déjà organisé. Donc, la question, c'est pas seulement que les talibés, mais il y a d'autres types aussi d'enfants qui sont, par exemple, des déshérités, etc., qui sont dans les Ngani. Voilà. Moi, je pense, effectivement, vous soulevez un point parce qu'on focalise essentiellement sur les talibés. Mais pour répondre à la question de madame sur est-ce qu'il existe des talibés à la Mecque, bon, je ne sais pas en tant que tel, mais je sais qu'il y a aussi des mendiants. Il y a des gens qui mendient et qui sont très souvent... Il y a des cas où c'est carrément de l'arnaque, comme on en voit ici, hein, où les gens font semblant d'être extropiés alors que ce n'est pas le cas, etc. Mais ils sont pourchassés par il y a la police qui est là pour réglementer. Oui, on met même des enfants dans ce sens. C'est pour dire que c'est un phénomène, vous savez, l'être humain, quand l'être humain perd le sens des valeurs, on s'agrippe à n'importe quoi pour pouvoir exister. C'est un peu ça. Et dans notre pays, c'est effectivement le cas le plus, moi, qui me choque le plus, au-delà des enfants qu'on voit qui mendient, qui eux, on peut comprendre qu'ils sont à la recherche du savoir et la raison, comme je l'ai dit dans un écrit,
le problème, ce n'est pas l'enfant qui est dans la rue, mais le problème est en amont. Le problème est déjà en amont. Le problème, ce n'est pas l'enfant. C'est celui qui a fait que l'enfant est là. C'est ce qui a fait que l'enfant est là. Sinon, l'enfant, naturellement, ce n'est pas le feu rouge. Ce n'est pas se balader dans la rue. Voilà. Et ce n'est pas sa place. Donc, il faut repartir en amont et rechercher les solutions à ce niveau. Et pour chercher les solutions, comme elle a dit, nous avons l'art de croire que nous inventons. Je sais que Madame la ministre, elle est venue avec un objectif de faire quelque chose, de faire bouger quelque chose. C'est noble. Oui. Bon, et il faut la féliciter et l'encourager. Déjà, moi-même, je dis doublement, parce que la même ministre avait menacé des gens que s'ils étaient inondés, de quelque manière que ce soit, elle n'allait pas bouger le moindre doigt pour les assister. Bon, donc, elle a assisté bénévolement entre griffes des enfants déshérités. Merci, Lengani. Alors, d'abord, quelque chose pour ajouter? Je pense que tout est dit. Hein. D'accord. Donc on va terminer sur le plan national avec cette fois-ci question sécurité. Ce sont les attaques terroristes à l'est du Burkina, avec surtout l'apparition de l'utilisation des mines par les terroristes. Récemment, il y a donc 5 gendarmes qui ont été tués suite à un attentat à la mine piégée. On note aussi de nombreuses attaques de certains postes de sécurité. Et puis il y a eu aussi ces 48 heures dernières-là, la mort d'un sergent-chef du génie militaire qui était dans une opération de déminage. Alors la question qu'on se pose, est-ce que la carte du terrorisme aujourd'hui est en train de s'agrandir, qui passe de l'Est, du Sahel maintenant à l'Est, ou est-ce que faut comprendre que les terroristes ont quitté le Sahel pour venir maintenant s'implanter peut-être à l'Est? Écoutez, les zones, depuis le début de ces histoires, les zones de menace du pays sont connues, hein, c'est sûr, on sait comment, c'est que c'est la partie frontière Mali et puis Niger, tout ça c'est connu, c'est décrypté, on connaît même les dimensions, les distances. Maintenant, c'est une autre étape, parce que c'est ce qu'on l'a dit, plusieurs fois on a eu des débats, mais c'est vrai que dans notre pays, les esprits ne sont pas souvent préparés à accepter ou entendre certaines choses, certaines vérités qui font mal, mais c'est comme ça, quand vous laissez le diable rentrer dans la maison, ça devient plus compliqué. Et plusieurs fois, on l'a souligné qu'il fallait mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens au niveau des frontières et tout. Parce que alors, est-ce que, mais là, la question, c'est de savoir, parce que les gens se posent la question, est-ce que ce sont les terroristes qui étaient au Sahel qui sont en train de migrer vers l'Est, ou est-ce que c'est également là aussi un autre foyer terroriste qui est en train de... Ce qui est sur l'objectif est le même. L'objectif, c'est de déstabiliser le pays, c'est de... Apparemment, si on n'a pas les éléments, hein, on n'a pas les renseignements généraux, mais je pense qu'il y a des voix plus autorisées que nous. Ils doivent certainement être au courant de beaucoup de choses. Lengani? Oui, je crois que, effectivement, comme il a dit, les zones menacées sont connues. C'est toute la frontière du Burkina, toute la frontière nord et nord-est du pays, mais même nord-ouest. Donc, on constate tout simplement que, selon certaines périodes, c'est l'Est qui s'embrase, ou c'est le centre du Nord qui s'embrase, ou bien c'est l'Ouest du Nord qui s'embrase, selon les moments. C'est ce qu'on a constaté. Il faut... je ne sais pas s'il y a un lien véritable entre tous ces mouvements et comment c'est coordonné. Je sais qu'il y a effectivement, chacun se revendique de la mouvance qui veut créer une sorte d'État dans cette partie de l'Afrique avec le Sahel, le Sahara, etc. Mais je me dis que à notre niveau, il manque un peu de prospective sur le plan de l'anticipation dans la lutte. J'ai l'impression que les choses viennent, après on réagit. Peut-être qu'on va se déporter dans ces quelques jours-là vers la région, mener des actions là-bas. Sinon, actuellement, j'ai l'impression qu'on est focalisé sur le noyau central du Nord. C'est là qu'on agit. C'est certainement ça qui a amené que les gens ont pu frapper aussi facilement. Nama? C'est une question assez... Il y a quelque chose qu'il faut regretter, c'est que nous sommes tous pris de court, y compris les journalistes, dans cette affaire, parce que notre connaissance de la matière du phénomène est assez limitée. Et nous avons appris à faire un type de journalisme qui n'est pas un journalisme de guerre ni de conflit, en quelque sorte. Si bien que nous analysons les choses de façon morcelée, et ce n'est pas évident que ça soit... Alors, moi, la question que je me pose ici, est-ce que ce qui se passe au nord est de même nature que ce qui se passe à l'est?
Parce que je me pose des questions. Avant la question, je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs qui sont attendus au niveau du standard. Ils peuvent toujours appeler pour s'inscrire afin de pouvoir participer au débat. Parce qu'il faut craindre un phénomène qui est en fait lié à notre gestion de la politique intérieure aussi. Vous savez, on a mis beaucoup de militaires dehors. Hein. Est-ce qu'on se soucie de savoir comment ces gens-là vivent? Ce sont des gens qui savent manier les armes. Parce que ce qui se passe à l'Est, là, c'est un autre type de terrorisme qui demande de l'expertise. Par exemple, la mine, pour manipuler une mine, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il ne suffit pas de savoir tenir un fusil. Il faut bien plus que ça. Donc, je crois qu'il faut savoir, il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Est-ce que ce n'est pas, j'allais dire, un banditisme alimentaire qui se développe au niveau de l'Est? Auquel cas, quelle solution, effectivement, apporter à cette situation? Voilà mon inquiétude. Bintou? Tout à fait. Moi, je dis notre gros problème au Burkina, c'est qu'on est très opérationnel. On n'est pas stratège. On ne planifie pas les choses. Il a parlé de prospective. Et justement, venant à l'expertise, les mines, j'ai dit, quand on a commencé, j'ai dit, c'est devenu très grave. Vous savez, et puis, quand on lit certaines analyses et dans certains couloirs, on reproche à notre gouvernement et à nos hommes de tenue de ne pas être assez disciplinés pour maîtriser la question de sécurité. Et ça, c'est très grave. Et quand j'entends le gouvernement dire oui, on maîtrise, il y a beaucoup de choses qui se font et au quotidien, on a des gens qui meurent, personne ne sait comment les choses se passent. Je me rappelle pendant l'Afrique Capacité, Rassablega avait prédit un peu ce qui est en train de se passer. J'ai dit, est-ce qu'il est en train d'avoir raison sur tous les beaux discours du gouvernement? Mais là aussi, le gouvernement, pour entrer, le gouvernement a l'habitude de répondre qu'il y a une montée en puissance de notre armée. Oui, je ne sais pas, ils ne peuvent pas tout nous dire, c'est sûr, mais le citoyen lambda comme moi a besoin de voir que les gens ne meurent pas sautés par les mines et que tous les Burkinabés sont en sécurité là où ils sont, et là où ils vivent, quelle que soit leur classe socio-économique. C'est vrai qu'à côté des actions, des actes terroristes et autres, ils se développent en interne. Parce que vous vous souvenez par exemple les attaques de convois de sociétés minières qu'on enregistre. Donc ça aussi, ça demande un certain professionnalisme parce que c'est pas les citoyens lambda, n'importe qui ne peut pas faire face quand même à une compagnie CRS qui est très qualifiée. Et ces genres d'attaques-là quand même, on en dénote. Alors, dès qu'il y a eu l'attaque où sont décédés donc les 5 gendarmes et un civil, la question qui est revenue, c'est de dire, alors certains ont posé la question, pourquoi on peut faire des convois dans des zones qu'on sait miner avec du matériel qui ne supporte pas, par exemple, les mines, etc. Il n'y a pas de blindés. Le débat est revenu. Est-ce que c'est vraiment un problème de moyens? Est-ce que le gouvernement parle plus qu'il ne met des moyens pour... Moi, par exemple, si ce convoi-là, on ne nous dit pas, une information importante qu'on ne dit pas, ce convoi était constitué de quoi? C'est un convoi qui transporte 50 kilos d'or. Non, en fait, c'était un retour de convoyage. En fait, ils ont fini donc d'accompagner le convoi. Ils retournaient maintenant à leur base. Voilà, donc, bon, dans tous les cas... Donc, ça veut dire qu'ils revenaient avec l'or. Ils revenaient. S'ils revenaient de la mine, c'est certainement avec l'or. Non, je pense qu'ils ont accompagné un convoi et maintenant, ils regagnaient leur base. Mais à l'allée, le convoi contenait quoi? Qu'est-ce qu'il contenait? C'est pas dit. C'est extrêmement important. C'est pour les jeunes la question de Nama qui disait que, bon, peut-être que c'était un banditisme vulgaire qui est là. Oui, surtout qu'il n'y a pas eu de revendication. On ne sait pas s'il y a eu des signatures. Voilà. Aussi. Et généralement, ces bandits-là, ils savent où se trouvent les terroristes. D'accord. Et ils vont coaliser avec eux, même des opérations particulières. D'accord. Vous nous aidez il y a un convoi qui vient avec de l'or, bon, on va les trucider, bon, on vous donne un million, etc. Merci Lengani. Il y aura des questions, on va approfondir sur la question des mines. Il y a une information qui moi m'a vraiment choqué. Je ne suis pas militaire. Très rapidement, oui. Je ne suis pas militaire. Bon, je crois que ça peut me valoir un tour à la Mako comme Nem Touré. Non, mais je dis que... Là, je suis encore mon ami. Alors rapidement, on va... J'ai cru comprendre que le militaire qui est décédé déminait. Effectivement. Il était en train de... Une mine artisanale. De mon point de vue,
Je trouve que ce n'est pas normal. Une mine artisanale ne se démine pas. On se démine pour faire quoi? Nous, on voit même dans les aéroports comment on saute les mines, les sacs abandonnés, etc. Merci Lengani. On va déminer pour faire quoi? D'accord, mais ça dépend peut-être qu'eux, ils savent pourquoi. Eux, ils savent pourquoi. Voilà, c'est beaucoup technique. Ils savent pourquoi. Alors, on va terminer. Dans tous les cas, la question, on va revenir avec les appelants, on peut approfondir. On va terminer avec le Mali. Mali, où le deuxième tour s'est achevé avec une victoire de Soumaïla, une victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, donc le président sortant, et Soumaïla Cissé, lui, s'est autoproclamé par la suite en se donnant 51,75%. Et il y a eu une marche donc gigantesque qui a été, en tout cas, qui a eu lieu à Bamako pour contester cette victoire de Ibeka et appeler à la résistance. En tant la France, les États-Unis et puis certains pays de la sous-région, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, se sont fendus en congratulations. Alors, question, est-ce qu'on est là déjà sur les fraudes qu'on a pu constater au deuxième tour, les soupçons de fraude qu'on a pu constater, Bintou? Oui, est-ce que c'est digne d'une démocratie? Non, mais les soupçons, moi, les soupçons de fraude venaient d'un seul côté, du côté des candidats, parce que la commission internationale a dit que les choses se sont relativement bien passées. Donc ça devient la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et nous ne sommes pas là, on n'a pas vérifié sur le terrain. Mais généralement, pour moi, Cissé ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Je suis désolée. Il a eu le temps de préparer sa victoire. Mais il est resté silencieux pendant des années et ce n'est qu'à 1 an du scrutin, il sort. Et donc, les gens ont eu le temps de... Mais quand Ibeka change parce que là-bas, il n'y a pas de CENI comme au Burkina. Quand Ibeka change les préfets, il change les sous-préfets et tout ça aussi. Qu'est-ce que Soumaïla peut faire? Qu'est-ce que Soumaïla peut? Parce que s'il avait déjà commencé à être au quotidien de la vie politique du Mali et à faire des recherches, à montrer des preuves, à monter un dossier béton. Ailleurs, c'est comme ça que ça se fait. Mais tu ne peux pas venir au moment où les choses se passent et puis t'ériger contre le système. Pour moi, il a manqué de démarche. Et il peut s'en prendre à lui. Et j'espère tout simplement que les Maliens vont voir dans le jeu de ces hommes politiques ne pas s'entretuer inutilement pour ces gens-là, parce que pour moi, aucun d'entre eux ne mérite la prise d'une vie au Mali. Belle transition. Alors, Nama, est-ce que quelques scénarios, on va dire quelques scénarios de crise post-électorale on peut avoir au Mali? Est-ce que c'est à l'ivoirienne ou à la façon gabonaise? En tout cas, est-ce qu'il peut y avoir 2 gouvernements d'ici là? Je pense que les manifestations qui ont lieu actuellement au Mali sont des manifestations de simple positionnement politique pour pouvoir négocier leur part du gâteau, tout simplement. Ça n'ira pas loin. Vous allez voir avec moi, ça n'ira absolument pas loin. Vous savez, ce qui se passe, ce qu'il faut déplorer effectivement en Afrique, c'est la sincérité des scrutins. On a beau, c'est-à-dire qu'on a beau prendre des précautions et tout, on se rend compte chaque fois que les dés sont pipés. Les dés sont pipés comment? On parle de fraude d'un côté. Mais avez-vous une idée de l'ampleur de la fraude organisée par l'opposition, notamment par Soumaïla Cissé? Mais en attendant, est-ce que vous savez qu'il y a des Burkinabés qui sont inscrits pour voter pour Soumaïla Cissé et qui ont voté? Est-ce que vous savez ça? Alors, ça donne une idée de ce qui peut bien se passer dans les zones que lui-même il contrôle là-bas au Mali. C'est pour vous dire, la critique doit être globale. Nous n'avons pas encore des processus électoraux, j'allais dire, intègres, en quelque sorte. Il faut travailler à ça. Au Zimbabwe, c'est pareil. Avec le gars, lui quand même, il a réussi c'est 50 combien, 3%. Quand même, ça montre que c'est relativement... C'est une part assez acceptable. Mais voilà, c'est ça. Nous en sommes là aujourd'hui et c'est vraiment regrettable. Et Évariste, quel scénario? Moi, d'abord, je note que dans nos pays, là, l'opposition n'ayant pas les moyens, ou que des moyens très très limités, est très difficile pour une opposition d'orchestrer une fraude. Parce que généralement, dans ce cas d'espèce, on a vu que c'est clair, c'est le pouvoir en place qui met en place ces hommes, même les moyens, c'est le pouvoir. Donc, c'est ce qui fait que de façon générale... Est-ce que c'est justement parce qu'il n'y a pas une CENI
par exemple au Mali, c'est le ministère. Même la présence d'une CENI ne garantit pas qu'il y aura pas. Les administrations civiles qui font le travail. À votre décharge, la présence d'une CENI ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de fraude. Hein. Vous savez, parce que le traitement informatique, c'est là-bas, c'est une fraude électronique, si vous voulez. Hein. Ça peut se faire. Vous avez beau avoir des commissaires, mais les commissaires n'ont aucun moyen, aucune compétence pour valider l'algorithme, par exemple, du fichier. Ça, donc, on peut en discuter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ose espérer que, dans tous les cas, la Cour constitutionnelle a été saisie. Oui, mais on connaît comment ça marche. Hein, mais ça pourrait arriver comme non, ce qu'il faut souhaiter dans la sagesse, hein. Non, ce qu'il faut souhaiter dans la sagesse pour un pays comme le Mali, déjà en proie à une crise et à des problèmes internes. Au Kenya, plutôt. Au Kenya, on a vu que la Cour constitutionnelle. Oui, mais le Kenya, c'est quand même une tradition anglo-saxonne et tout. On n'a pas les mêmes traditions. Donc, ce qu'il faut souhaiter pour ce cas-là, c'est que les opposants là se concertent et essaient d'intégrer le gouvernement qui va se faire pour que tout le monde ait la paix, parce que le Mali est un pays qui a déjà pas mal de difficultés. D'accord. Alors, Lengani, on va parler avec toi du rôle de la France ici. La France qui, dès le lendemain matin, de façon express, félicite le président alors qu'il y a des recours, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Est-ce que la posture de la France ici est suffisamment neutre? Non, pas du tout. La France ne peut pas être neutre, c'est pas possible. Et moi, j'avais donné, contrairement à un certain nombre d'analystes, la victoire à Ibeka depuis il y a au moins 3-4 semaines avant le premier tour. Mais même volé comme le disent les autres. Oui, même volé quand même. En écoutant les analyses de RFI, les analyses de RFI, j'ai compris directement que la France avait choisi que Ibeka allait être le conduit. Parce que... Oui, bon, en fait, bon. Et puis, je voudrais rebondir sur... C'est les chiffres donnés par mon ami Germain. Oui, pour dire que l'autre côté, ils ont donné 50, bon, parce que c'est les traditions là-bas. Mais ici, c'est les traditions commerçantes. Donc, on donne 67. Pour que si on discute, qu'on diminue, bon, je suis d'accord, mais c'est 65%. Bon, c'est un peu ça, quoi. On va prendre notre premier téléspectateur. Il s'appelle Lamoussa Ilboudo. Il appelle de Ouaga. Il veut intervenir sur l'hommage à Salif Diallo. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi, ma question va s'adresser à M. Nama. D'accord. Oui, bon, que j'ai l'impression qu'il a eu à côtoyer les trois mousquetaires, comme on aime à le dire. D'accord. Et lui, son impression par rapport à la vie politique aujourd'hui, après le départ de Salif Diallo, est-ce que ça va de l'avant ou bien c'est en train de reculer? Bon, c'est ses appréciations personnelles, je veux. Maintenant, pour ajouter, d'accord. Tout simplement, oui, parce que pour moi, Salif Diallo n'a pas été un exemple politique. Mais moi, je reconnais que c'était un grand patriote qui s'est battu pour son pays. Mais la façon dont leur façon de faire de la politique ne m'a pas toujours... Je n'ai peut-être pas toujours compris la manière. Par exemple, après, quand il y a eu les élections populaires, qu'on se présente à la télé pour dire que c'est nos militants qui ont été tués, moi, je n'ai pas apprécié cette récupération politique de cette façon-là. Mais bon... c'est pas, comme il est maintenant défunt, on va quand même faire tout ça. Mais je voulais tout simplement demander à la jeunesse du Burkina d'avoir une autre façon de faire de la politique. Parce que la façon dont les jeunes ont fait la politique jusqu'à présent, ça n'a même pas fait avancer le pays d'un iota. Ça veut dire qu'on a l'impression que les gars se battent juste pour leurs intérêts propres ou bien pour le pouvoir. Mais ce qu'ils peuvent faire concrètement pour que le citoyen lambda, comme ils vont dans les non-outils, on puisse avancer, j'ai l'impression que ce n'est pas leur souci majeur. Alors, merci et bonjour. Merci bien. Alors, Nama, interpellé. Oui. L'auditeur, le téléspectateur dit qu'il a l'impression, chez lui, vous avez connu les trois mousquetaires, après Salif. Le pays avance-t-il ou recule-t-il? Bon, c'est une question extrêmement difficile. En tant que journaliste, c'est la question que nous avons posée, notamment soit aux leaders politiques, voilà. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Salif n'était pas président, c'est Roch le président. Salif, il a beau effectivement impressionner et tout, après tout, les décisions ne se prennent pas au niveau de l'Assemblée nationale, se prennent au niveau du gouvernement, en quelque sorte. Est-ce que nous avançons aujourd'hui est-ce que nous reculons depuis? Je n'ai pas cette impression. J'ai l'impression que ça continue comme avant.
Et la question ayant été posée d'ailleurs à Simon Comporé, la réponse qu'il a donnée c'était à l'heure du bilan, les gens jugeront en quelque sorte. C'était pour dire en fait qu'ils ont des résultats en quelque sorte. Bon, pour le moment, nous avons élevé un certain nombre d'inquiétudes qui portent sur des attitudes, qui portent sur des politiques et tout ça. On verra tout ce que ça va donner. Par rapport à cela, on pourra dire effectivement l'absence de Salif, vraiment, ça a été un coup de barre, n'est-ce pas, donné à l'avancée, n'est-ce pas, de la politique du Roch Marc Christian Kaboré. Mais pour le moment, n'inversons pas les choses. C'est Roch le président et ce n'est pas Salif Diallo. D'accord. Alors, on va continuer avec le cas malien en attendant peut-être un second appel. Alors, Lengani, on continue. Sur le rôle de la France, qu'est-ce que la France fait là en intervenant comme ça juste au lendemain pour dire félicitations? Oui, bon, enfin, la France, comme je le disais, montre qu'elle a choisi son camp. Elle a choisi son camp, et sinon, effectivement, il y a certains types de fraude qui ne peuvent pas se faire sans l'aval des puissances. On sait ça. Et Évariste parlait tantôt, notamment au niveau des questions de regroupement des résultats, etc., de traitement même des données, tout ça. Bon, il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire sans que ces gens ne soient au courant. Et la preuve, lorsqu'il y a des bisbilles, ce sont les premiers à intervenir auprès de celui qui a perdu pour lui promettre des postes. Par là, on va te nommer président de ceci, dans telle institution, etc., pour essayer de calmer les gens. Et je crois que ça, ce n'est pas leur rôle. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Bintou, par exemple, pour dire que Soumaïla Cissé est vraiment responsable de sa défaite, entre griffes, malgré la fraude. Parce qu'effectivement, on ne peut pas attendre la dernière minute pour se mettre dans la danse. Est-ce qu'il est venu là? Parce qu'on a vu quand même, au cours de l'année 2017, 2016, il y a eu des mouvements de l'opposition par rapport au code électoral. Oui, justement, il n'est pas resté en marge. Justement, tout le temps, il était au pays quand même. Oui, je veux dire que ce qui est important, ce n'est pas au moment où où on applique les règles du jeu qu'il faut discuter des règles du jeu. C'est avant. Si on n'est pas d'accord avec les règles du jeu, là, mais on impose que les règles du jeu changent. D'accord. Et c'est quand on est d'accord, on a un consensus là-dessus, qu'on y va. Au cas contraire, on n'y va pas. Alors, Évariste, le rôle de la France qui au lendemain, est-ce que c'est commode de le faire quand on sait qu'il y a quand même une opposition qui est en train de remettre en cause certaines choses, qui a révélé pendant tout le temps, du premier tour, du deuxième tour? Est-ce que la France n'est pas imprudente ou est-ce qu'elle a vraiment un parti pris, elle voulait orienter tout le monde vers ce qu'elle veut? Je trouve qu'on fait sur ce coup-ci, on fait un mauvais procès à la France. Même ici, en Afrique, il y a des pays qui... Mais le débat est venu dans l'opposition. Hein. Déjà au Mali, on en parle. On dit qu'il y a des deals autour des Kidal, etc. Mais c'est pas les... Bon, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Les rebelles auraient bourré donc les urnes au nord avec voilà. Bon, c'est vrai que de toute façon, cette élection-là, dès qu'on l'a annoncée, tout le monde savait que c'était l'élection de tous les dangers. Tout le monde le savait. Et c'est vrai que pour revenir, M. Soumaïla Cissé avait demandé même une certification de la CEDEAO, comme un peu le cas ivoirien. Il a demandé, il a essayé. Mais il n'a pas ses moyens, il ne fait que demander. Maintenant, non, moi je ne vois pas le fait que la France, vous savez, c'est un État. C'est d'abord les autorités françaises qui ont reconnu. Donc, c'est pas eux qui ont voté, c'est pas eux qui ont administré l'élection. Et ils se sont contentés et c'est juste après qu'on ait prononcé les résultats provisoires, hein, qui d'ailleurs, nous discutons sur des résultats provisoires. Quoique, et ici en Afrique même dans notre pays même, les gens ont félicité. Donc, mais on connaît quand même le poids. Quand la France félicite quelque part, ailleurs ils n'ont pas toujours félicité au lendemain, ils attendent toujours. Moi je suis fatiguée de ces histoires de France ici, États-Unis ici. À un moment donné, il faut que nous Africains, on prenne nos responsabilités et qu'on fasse les choses comme on veut que ce soit. Le Rwanda a réussi. Il n'y a pas la France, il y avait la France. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a été... Au Mali, c'est différent. Là, il y a le G5 Sahel soutenu par la France. Il y a Barkhane qui est soutenu par la France. C'est la responsabilité de Ibeka et des Maliens de se lever pour ce qu'ils veulent pour le Mali. La France a beau faire quoi que ce soit, si les responsables prennent leurs responsabilités et qu'eux-mêmes ils voient en âme et conscience que ce qu'ils font n'est pas bien et que c'est le bien de leur pays qui
qui prévaut, ils doivent, en âme et conscience, prendre la décision qu'il faut pour leur pays et pour leur peuple. Il faut qu'on arrête ces pleurnichements de la France-ci, la France-ça. À un moment donné, il faut qu'on fasse face à nos responsabilités et qu'on se batte pour nos pays et pour nos populations. D'accord. Alors, Nama, en tout cas, la clameur est montée et l'opposition estime que la France joue un rôle de parti pris. Ce que Madame vient de dire, il faut cesser d'incriminer la France, prendre nos responsabilités et endosser à la France. Ce n'est pas normal. Voyez-vous, si vous suivez bien, il y a les notes secrètes de l'Élysée qui montraient que, en quelque sorte, ce n'est plus l'amour entre Ibeka et puis, en tout cas, et puis la France en tant que telle. Mais ce n'est pas eux qui font les élections au Mali. Et vous aurez aimé quelqu'un d'autre, plus vigoureux, quelqu'un qui, effectivement, travaille au lieu, effectivement, de quelqu'un qui gouverne, comme quelqu'un qui gère, comme le fait Ibeka. Mais chaque fois que vous voyez la France, quand est-ce qu'on va sortir? D'accord, merci. On va prendre le troisième téléspectateur, M. Zongo Youssoufou, qui appelle de Koudougou, qui intervient sur le plan Marshall. Allô? Bonjour, Lukman. Oui, bonjour, M. Zongo. Oui, je voulais effectivement intervenir par rapport au plan Marshall là. D'accord. Et pour féliciter d'abord Madame la ministre qui a pris une décision courageuse. D'accord. Mais maintenant, là où je trouve quand même des faillites par rapport à la mesure prise là, c'est qu'on a l'impression que Madame la ministre est allée très vite en besogne. Donc il n'y a pas eu d'organisation et il n'y a pas eu de planification. Et quand vous touchez un point saillant comme le retrait des enfants en situation de rue, sans vraiment impliquer les agents du ministère, donc ça c'est pour effectivement programmer un échec. Et deuxième aspect de cette insuffisance de cette mesure-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu des mesures répressives qui va accompagner, qui va soutenir vraiment l'action de retenir les enfants, de réinsérer les enfants dans les familles. Et vous voyez, Lukman, je crois qu'en Tchad, au Tchad, la même mesure a été prise en 2016 lorsqu'ils ont attaqué l'école de police à Yamena. Et maintenant, qu'est-ce que là-bas ils ont fait? Ils ont voté une loi qui interdit les enfants de sortir dans les rues. Et la loi, c'est une loi qui réprime les parents qui laissent leurs enfants divaguer dans les rues. Et nous, on souhaiterait, pour que vraiment cette mesure-là marche là, il fallait appliquer ça. C'est qu'on chasse, il n'y a jamais eu un enfant qui a dressé une demande pour dire j'ai l'honneur de demander à venir au monde. Non. Un parent qui a fait un enfant... Monsieur Zongo, il y a un dispositif quand même qui existe, légal en matière de l'enfance quand même. Voilà, il y a les droits des enfants qui sont là, par exemple le trafic des enfants, le travail des enfants, etc. Tout ça, ça existe. Oui, mais c'est ça. Il y a le trafic, on interdit tout ça. Mais au Burkina, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour en tout cas amener les parents à retenir leurs enfants, à respecter les droits de l'enfant? Parce que l'enfant a droit aussi à une famille. D'accord. L'enfant n'a pas le droit de divaguer dans les rues en train de commander ou bien en train de travailler à l'âge mineur. Donc il faut des lois répressives pour amener les parents à respecter les droits de l'enfant. Merci, Monsieur Zongo. Merci pour votre contribution. Alors, il procède par la répression. Est-ce que aussi la répression peut réussir? Parce que, comme on le disait, les causes, c'est peut-être que les parents n'ont rien. Quand dans une famille, on ne mange pas et que les gens ils sortent, est-ce que la répression peut résoudre certains problèmes? Il faut le répéter, le dispositif quand même législatif condamne les parents, parce que c'est les parents qui sont responsables. Que vous regardez dans le code pénal ou même dans les conventions que le Burkina a ratifiées, les parents sont au devant, c'est les premiers acteurs. Maintenant, pourquoi on ne l'applique pas? Peut-être que Mais est-ce que c'est ça aussi le problème? Est-ce que ce sont les lois ou est-ce qu'il faut revoir C'est des lois qui ne cadrent pas avec la réalité, on n'arrive pas à l'appliquer, c'est tout. Nama, est-ce que ce n'est pas plutôt une question d'inégalité sociale qui produisent en fait ces genres de situations qu'il faut régler que de voir forcément l'aspect répressif? Je pense que c'est une question d'émission
de l'État, tout simplement par rapport à ses responsabilités. Vous avez adopté effectivement un dispositif législatif, des lois bien précises pour gérer une situation. Il faut donner les moyens aux services compétents, effectivement, pour régler ça. Quand on parle de répression, la répression n'est jamais aveugle, surtout quand il s'agit, n'est-ce pas, d'un milieu social comme ce milieu-là. Ce sont des gens qui sont dans un dialogue permanent avec les familles et tout ça. Quand on en arrive effectivement à la répression, c'est ça qu'il faut. Mais s'il n'y a jamais de répression, s'il n'y a jamais, vous voulez que ça marche comment? Ça ne peut pas marcher. On a des politiques très contradictoires au Burkina. On a une loi qui dit qu'on prend les enfants en charge avec la maman jusqu'à 5 ans. C'est comme si derrière tu disais mettez les enfants comme vous voulez au monde, on les prend en charge jusqu'à 5 ans. Donc après 5 ans, ce n'est plus la responsabilité de l'État, encore moins la responsabilité du parent. Donc, comme M. Nama l'a dit, il faut se donner les moyens et de ne pas faire de la politique de Pierre et Paul. Quand c'est Pierre, on agit d'une manière, et quand c'est Paul, on agit d'une autre. L'État peut seulement se cramponner sur son rôle. Le rôle de l'État, autoritariste. Non, le rôle de l'État. Et ne pas voir aussi le côté où l'État doit apporter aussi. C'est ça, mais c'est les deux. Il l'a bien dit que quand on en arrive à la répression, c'est qu'il faut réprimer. Et c'est ça qu'il faut. Oui, mais la pauvreté, quand on pousse, il faut pousser égal. La pauvreté, là, comment l'État. Vous savez. On a donné trop de pouvoir à la pauvreté. La plus grande pauvreté que nous avons, surtout au Burkina Faso, c'est ce que nous avons là. Et là, c'est les deux grandes pauvretés que nous avons au Burkina. Sinon, nous avons un pays et une terre d'opportunité que les autres voient que nous, à l'intérieur, on ne voit pas. Donc, le rôle de l'État, c'est de créer une plateforme, de créer un environnement pour ça. Mais les acteurs sur le terrain, c'est chacun d'entre nous. Et c'est comment nous nous traitons les uns des autres dans la société. D'accord. Lengani, quelque chose? Moi, je voudrais ajouter aussi qu'il faut faire attention parce que la rue est, dans certaines situations, un refuge pour les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, dans le milieu familial, sont dans une situation extrêmement grave, compliquée. Et c'est là où, je conçois que les politiques, effectivement, puissent appliquer la loi dans toute sa rigueur. C'est-à-dire les maltraitances d'enfants dans certaines familles sont connues, même dans les... Et puis, personne n'en parle. Un tel enfant, quand il commence à pouvoir marcher lui-même, mais il va dans la rue. C'est dans la rue qu'il se trouve en sécurité. Et chaque fois qu'il doit retourner à la maison, mais c'est avec toutes les peurs possibles. Donc, je crois que... mais comme les uns et les autres l'ont dit aussi, quand on arrive jusqu'au niveau de réprimer, il faut avoir confiance aux acteurs du terrain parce qu'ils sont en dialogue permanent avec les uns et les autres. Quoique, le personnel n'est pas suffisant, peut-être même la formation, les qualifications et même les moyens ne sont pas suffisants pour faire le travail. Mais il faut quand même que la loi puisse s'appliquer. Mais est-ce que l'État fait assez? Par exemple, on a vu qu'il y a quand même des mécanismes de récupération, les ONG, les maisons de l'enfance, etc. qui existent. Il y en a qui sont en train de vouloir fermer. Il y en a, par exemple, qui sont quand même dans des situations où il n'y a pas de moyens. Est-ce que l'État ne peut pas d'abord renforcer ces genres de structures-là qui récupèrent? C'est une option, effectivement. Ces genres d'options, vous pouvez les dégager qu'au terme peut-être d'une réflexion qui est menée avec tous les acteurs. Sinon, si vous menez des actions isolées, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. D'accord, on va prendre le téléspectateur Kwanda Salif qui appelle de Ouagadougou. Lui également revient sur le plan Marshall. Allô? Oui, allô, monsieur Kwanda. Oui, c'est sur les attaques. Oui, allez-y. Allô? Oui. Voilà, je salue tous les groupes d'abord de presse éco. Vous voulez intervenir sur les attaques? D'accord, allez-y. Chapeau au doyen Nama et à la seule dame de presse éco, Bintou Diallo. Hommage au docteur Salif et qu'il repose en paix. Et un petit disait sur le plateau que les autorités là ne veulent entendre que ce qu'eux ils veulent entendre. En fait, c'est une vérité. Parce que les attaques ont un dénominateur commun. Qui sont que c'est d'abord des surprises, 2, des mines, 3, des personnes non identifiées depuis la vie des temps jusqu'à nos jours. Et 4, il faut remarquer que c'est à la frontière limite de l'Azawad. C'est chaque fois la limite de l'Oudala, de Sou, du Seno, du Yara. Et si on prend le Yara à côté, vous avez Boutouri, vous avez Kanchari, etc. Et maintenant en profondeur vers Fada.
Donc, c'est dire que l'histoire des mines, pour répondre à une question du ministre d'État Simon Comparé qui demandait depuis quand des mines au Burkina, je crois que j'avais réagi en disant que depuis 1993, il y a les mêmes groupes ont commencé à miner le Burkina. Et qu'en son temps, nous avons été attaqués. Et le regretté Lermé Sommet était venu même faire une émission à Outi. Et tout ça s'était ressorti le 2 mai 1993. Donc apparemment, les gens ne prennent pas au sérieux la zone de l'Azawa. Alors qu'apparemment, si on pouvait voir la circonscription, c'est autour de tout cela. Donc je voudrais aussi qu'on fasse une différence entre les attaques barbares qui se passent dans le monde entier, comme au niveau du Burkina, tel que ce qui s'est passé à Capucino, etc. Et la différence avec les attaques des bandits armés, bandits armés parce que depuis l'interview de regretté Lermé Sommet, on nous a sommé de ne plus dire des rebelles, mais de dire des bandits. Allez-y vite, hein, on comprend que vous avez une maîtrise quelque part du sujet, je voulais on va faire à partir de ces dénominateurs communs-là, on puisse quand même essayer de voir comment en tout cas circonscrire les choses pour éviter les pertes des Burkinabés. Merci. D'accord. Merci, M. Kwanda. C'était un peu la carte. Il estime que les attaques sont répertoriées à la frontière de l'Azawad. L'Azawad, c'est un peu... Comme je l'ai dit, les services de renseignement, certainement, nous ne sommes pas au même niveau d'information. D'accord. Et ils ont certainement des informations. Et maintenant, c'est quoi? C'est l'action qu'il faut coordonner, organiser. C'est peut-être... D'accord, mais avec les mines, maintenant, de plus en plus aussi, ça corse encore. Ça devient difficile quand... Oui. Ça devient difficile. Je dis surtout que l'expertise, c'est localisé. Et c'est ça le pire. Les Gani? D'accord, on revient sur le... Ouais, c'est le cas des mines, là. Oui. C'est le cas des mines. Bon, je disais, en tout cas, moi, c'est mon avis, les mines artisanales ne sont pas à déminer. Il faut les c'est pas la peine de risquer la vie des gens, puisque celui qui l'a fait, on ne sait même pas comment il l'a fait. Donc il faut mais on ne sait pas c'est dans quelles conditions la mort est intervenue. Peut-être que c'est en voulant l'exploser ou etc. Sinon, ça ne se démine pas. Si c'est déminé, que le type est mort, moi je condamne fermement. Je dis c'est pas normal. Il n'y a qu'à faire sauter ça et puis bon. Mais là, avec l'usage des mines, ça veut dire qu'il y a une expertise locale qui est créée dans le terrorisme. Et c'est là vraiment, ça devient, je dis, pas devient, mais c'est extrêmement sérieux. Mais qu'est-ce qui peut être ici sur le plan stratégique de l'antiterrorisme à ce niveau-là pour ce qui concerne les mines, on n'est pas forcément des spécialistes, mais qu'est-ce qui peut être entrepris? Parce que certains ont dit par exemple qu'il faut parce qu'il y a des véhicules anti-mines par exemple qui précèdent les convois, qui explosent les mines qu'il y a sur la route, etc. Le Burkina n'en a pas par exemple. Quand bien même le Burkina aurait les moyens d'avoir ce genre de véhicules pour les forces de défense et de sécurité, n'importe quel citoyen lambda peut bien se retrouver sur une mine et puis sauter. C'est ça le problème. Et moi, de mon point de vue, une fois que les zones sont identifiées, il faut donner les moyens pour pouvoir sécuriser ces zones-là. Et la surveillance, quand je le dis, j'entendais quelqu'un dire qu'on ne peut pas mettre un soldat à chaque mètre carré. On n'a jamais dit ça. Il y a des moyens modernes et qui coûtent très peu. La surveillance, par exemple, satellitaire ou autre, qui permet que... Par exemple, on ne sait pas, et c'est juste la question de surveillance. Pour certains spécialistes, il faut accentuer les patrouilles de sorte à ce que, parce qu'une mine, ça ne se pose pas en 10 minutes. Il y a ça seulement, et c'est vrai, on revient toujours à la question de surveillance. On peut utiliser les moyens humains, mais comme je dis, il y a des moyens électroniques qui ne coûtent rien du tout, et on peut quadriller ces zones-là. Et ça, qu'on ne vienne pas me dire que le Burkina n'a pas les moyens ou l'expertise pour le faire. Hein. D'accord. Alors, voilà, on me dit que l'heure est terminée. Quelque chose? Une seconde. Ouais, ça va vite parce que c'est le direct. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je reviens là-dessus. Nous avons un seul Burkina. D'accord. Et que les responsables prennent leurs responsabilités et que les populations aussi assument la leur. Et moi, par rapport aux attaques, il faut dire que lorsque les sociétés minières sont concernées, c'est plus grave parce qu'elles doivent investir davantage, je pense, de mon point de vue, dans la sécurité. Et les moyens électroniques dont
Évariste vient de parler, je pense que c'est des sociétés qui peuvent effectivement investir dans ce domaine-là pour permettre une meilleure surveillance, parce que ce n'est pas seulement l'État burkinabé qui doit se taper tout le travail. C'est juste à propos justement de ce que vous appelez le plan Marshall, hein, pour demander à chacun de mettre un peu d'eau dans son vin pour que les enfants ne pâtissent pas justement de cette rivalité qui est forcément, moi je vois ça en termes de rivalité. Hein. Il faut effectivement trouver les moyens de régler et d'aplanir ces contradictions pour que les enfants puissent véritablement bénéficier de ce type d'activité-là. Merci Nama pour cet appel. Alors on est au terme donc de cette émission. Merci à vous d'être venus. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on était autour de cette table avec Évariste Konsebo. Évariste Konsebo, il est chroniqueur média, directeur de publication du Cercle d'éveil. C'est un journal spécialisé. Il est également président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et en premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens, FORAC. Et puis Lengani Isaka, journaliste et directeur de publication de l'Opinion, journal paraissant en ligne. Et puis Nama Bitiu Germain, il est journaliste, directeur de publication de l'événement, un bimensuel d'analyse et d'investigation. Vous n'êtes pas en vacances, hein? Jamais de vacances. Jamais de vacances, hein? D'accord. Alors, et puis, pour terminer, Bintou Diallo, consultante associée à Tal Media, c'est une structure d'experts conseils. D'experts médias. Ok. Merci donc à vous tous, à ceux qui ont appelé. Il y en a qu'on n'a pas pu joindre. Je pense à Emmanuel Ouedraogo, Idrissa Kadiogo, un certain nombre, Seri Sepoa, Soris Sepoa, c'est des personnes qu'on n'a pas pu certainement joindre pour des questions techniques. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro qui n'est pas interactif, mais dans 15 jours pour un numéro interactif. D'ici là, on vous souhaite de passer une très bonne semaine et à la semaine prochaine, si Dieu le veut.